Bonsoir, je m'appelle Yoshihara Sakamoto et merci beaucoup de me présenter. Je suis Francis Rambert et aussi merci beaucoup Diane de Ravel pour préparer ce soir. Et c'est un grand honneur d'être avec vous ce soir. Mais malheureusement, mon français n'est pas suffisamment comment ça se dit, progrès pendant quelques années. Alors donc, je vais parler en anglais ce soir. OK. So tonight, I'd like to speak about. Je vais vous parler ce soir du comportementologie ou de la comportementologie architecturale. Alors, en fait, il y a plusieurs dimensions à ce comportement. Il y a comportement et logis. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de science du comportement dont je vais vous parler. Et l'idée essentielle qui sous-tend tout cela est bien sûr les différents types de comportements que nous observons et que nous observons autour de l'édifice, autour du bâti, dedans, à l'extérieur et dans la ville. L'insertion. Alors, tout cela, bien sûr, a un impact sur le comportement humain, ça va sans dire, mais également, il y a, bien sûr, le comportement du vent, de la lumière, de la chaleur, de l'air, et comportements qui sont changés, qui sont modifiés par le bâti. Le bâti, en fait, engendre d'autres comportements et tout cela a un impact donc sur ces comportements naturels, de ces éléments naturels. Alors, on peut effectivement marier différents comportements, parfois de manière plus heureuse ou de manière moins heureuse. Mais comment vous dire? Parfois, il y a, comment vous dire? On peut commettre des erreurs, prendre des chemins de traverse lorsqu'on ne comprend pas bien le comportement de ces différents éléments naturels. Alors, ce travail sur le comportement, en fait, justement, c'est toute l'étude du comportement du bâti dans la ville, dans la nature, dans le paysage, on le sait, l'architecture, en fait, se compare toujours à l'environnement dans lequel elle se trouve, l'architecture, et bien sûr, tout cela est source de grandes informations, d'informations très riches. Nous pouvons créer, on peut certainement contextualiser les choses, on peut recontextualiser l'histoire ou la région, ou on peut donner un sens, une signification en tout cas, à ces comportements humains qu'est le bâti dans la ville. Alors, la comportementologie architecturale, en tout cas, suppose d'avoir observé, constaté ces différents comportements, d'avoir établi des liens, tissé, noué des liens entre ces différents comportements. Je pense que c'est la définition qu'on pourrait donner de l'architecture organique. L'architecture organique qui souvent est considérée comme une forme organique, si vous voulez, comme un corps organique dont les différents organes configurent une forme. C'est toute l'idée. C'est l'idée de cette architecture organique qui établit des liens, qui tisse des liens, des passerelles entre différents comportements et qui forme un corps complet, un corps unique, cousu. Et ici, Subdi-Verben, c'est effectivement un nouveau phénomène que nous voyons se développer à Tokyo. Il s'agit, c'est moi qui ai inventé le terme, hein, si vous voulez, c'est à la fois la banlieue, la sous-division de la banlieue en lien avec la ville. Alors que c'est une expansion de la partie centrale, du centre de la ville, et c'est un remembrement de la terre qui est en train de se faire, des terrains qui est en train de s'opérer. Ici, c'est Okusawa, qui a 84 ans. Voici cette zone où se trouve Osaka.
Tokyo, si vous voulez, est en fait une construction de petits bâtiments, une juxtaposition. On voit un certain nombre de plus grands édifices, appartements, mais enfin, si vous voulez, la plupart des zones de Tokyo sont occupées par des petites maisons avec des petits jardins, des petits jardins à l'arrière. Alors, ce type de modèle urbain, en fait, n'était pas voulu, n'est pas le fruit de la volonté, de l'ambition du gouvernement, loin s'en faut. Les gouvernements qui se sont succédés, au contraire, poussaient bien sûr les personnes à avoir leur propre maison et leur propre petite terre, mais pour encourager, bien sûr, une économie tournée vers elle-même après la Deuxième Guerre mondiale. Mais enfin, on ne s'imaginait pas que le tissu urbain allait se développer comme il s'est développé. Loin s'en faut lorsque ces politiques d'incitants ont été mises en place. Voilà une photo de cette zone Okinawa. Et vous voyez que les formes sont très différentes et qu'il n'y a pas véritablement d'ordre, si vous voulez. Il y a un certain désordre. Tout cela s'est construit de manière assez erratique. Tout cela échappe à l'ordre établi. Mais il y a un certain raisonnement qui sous-tend tout cela et qui fait de nos villes qu'elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Nous avons étudié, nous nous sommes penchés sur cette zone de Okusawa et nous l'avons fait avec, si vous voulez, une volonté d'analyser en profondeur. Une démarche analytique a précédé notre travail. Okusawa, avant, en fait, s'est créé dans les années 20 et s'est développé très rapidement. S'est étendu. Voici le premier plan de cette zone. Après l'aménagement de cette zone, nous avons connu un tremblement de terre en 23 et de nombreuses personnes du centre de Tokyo sont venues s'installer dans cette banlieue. Dans les années 50, nous pouvons voir déjà dans les années 50, nous voyons déjà un autre remembrement. Et nous voyons que l'aménagement dans les années 80, en fait, est un autre aménagement très, très différent qui se rapproche beaucoup plus à ce que nous sommes, à ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors, vous voyez ici Okusawa, vous voyez qu'il y a une certaine continuité, si vous voulez, des haies vertes. Alors, on ne voit pas, bien sûr, ce que cachent mais ce qui se dissimule derrière tout cela. Et ceci, c'est la première génération, si vous voulez. C'est très typique. Première génération de Okusawa, donc une petite maison qui est entourée d'un jardin avec une haie. Voilà, vous la voyez ici, première génération. Mais au fil du temps, nous voyons que le terrain s'est raréfié compte tenu du remembrement, de la division du terrain et que tout cela, bien sûr, a violé les qui étaient en place. Deuxième génération, nous voyons qu'il n'y a plus de grands jardins, mais en fait, encore, c'est cette volonté d'avoir du vert, d'entourer sa maison d'espaces verts. Et puis, la troisième génération a abandonné, si vous voulez, cet espace vert, le jardin. Nous voyons, en fait, que c'est simplement qu'il y a à peine une frontière entre la rue et le bâti. Nous voyons qu'il y a, c'est très étroit, c'est plus en hauteur, la construction se fait et nous voyons qu'une partie de la maison est occupée par la voiture, le bas plus particulièrement, et donc il n'y a qu'un ou deux étages qui se retrouvent au service des personnes. Le stationnement, l'aire de stationnement est très important car il n'y a pas de possibilité de stationnement à l'extérieur. Voilà, ça c'est la troisième génération ici, troisième génération aussi. Autre exemple, autre illustration et autre modèle. Un phénomène intéressant,
Vous voyez, nous l'appelons le Lagpole Site. Voilà, ici vous le voyez. Je crois que on le voit, c'est un peu comme un drapeau d'une course, comme une hampe de drapeau. On le voit, et c'est un drapeau de course, si vous voulez. Nous avons 80 mètres carrés. C'est ce que mesure cette petite parcelle. Il faut 2 mètres au moins de façade. Donc, si vous voulez diviser ce terrain en 2 parties, par exemple, vous aurez ici, en fait, un espace extrêmement étroit qui va vous séparer de la rue, qui va séparer votre bâti de la rue. Pratiquement, c'est construit à front de rue. C'est un peu... Voilà comment on a construit cette forme de hampe de drapeau, c'est évidemment un quartier résidentiel qui est très fortement imposé. Si vos parents meurent, par exemple, bien sûr que vous avez accès à la propriété, mais vous devrez verser 50% du prix de le terrain au titre d'impôts, au titre de taxes. Donc, si vous voulez, le salarié moyen ne peut pas se permettre ce genre de paiement, le paiement de ce type de taxes foncières. Et donc, il y a eu une division des terrains qui s'est faite au fil du temps. Et on garde ces petits carrés pour la construction d'une maison et on vend le reste du terrain pour la construction d'autres bâtis, d'autres maisons, afin de pouvoir se permettre le paiement de la taxe foncière. Et c'est ainsi que, si vous voulez, les anciennes maisons disparues, les maisons de la première génération se sont estompées, se sont raréfiées, se sont transformées en cette conjugaison de petites maisons. Cet assemblage, si vous voulez, cet enchevêtrement presque. Alors aujourd'hui, voilà, c'est le type de maison typique, le type de paysage que vous avez au Okusawa. Et pour bien sûr, les voitures règnent peut-être un peu trop. La plupart des maisons ont 2 voitures, 2 véhicules. Et donc, si vous voulez, la partie de façade est occupée par des aires de stationnement de ces voitures particulières. Alors, nous ne voyons plus cette continuité. Nous en avons fini, nous avons mis un terme, nous avons fait disparaître toutes ces belles haies, cette continuité de haies que nous avions dans le passé. Ce continuum, c'est un phénomène extrêmement typique que nous retrouvons dans cette région de Tokyo, dans cette zone. Voilà, si vous voulez, c'est un type de paysage qu'on peut appeler analogue. C'est en fait, ça n'existe pas encore sous cette forme, mais nous pensons que c'est en cours dans certaines zones de Tokyo. Et donc, c'est tout le passage. La première génération, vous voyez à gauche, la troisième génération, vous voyez à droite. Cet éventail, cette multiplicité, ce pluralisme de formes, de bâtis et cette diversité des formes également est également perçue comme, bien sûr, étant un comportement du bâti dans la ville. Les comportements sont tout à fait différents. Nous pouvons parler de comportements différents en fonction de la capacité, en fonction, bien sûr, de la zone. Nous voyons qu'au fil de 60 années de vie du bâti, 80 années, disons, il y a eu un changement profond, une mutation également, d'ailleurs, de la vie économique, faut-il le dire. Et bien, la situation familiale a beaucoup changé. Et donc, les antécédents qui président au bâti, eh bien, ces antécédents ont connu une mutation en profondeur. Et chaque bâti, chaque édifice révèle un comportement
un comportement qui, en fait, révèle une capacité, avoue, confesse une certaine capacité, une capacité qui répond à une période, à une ère précise. Alors, notre proposition pour l'avenir, si vous voulez, pour les projets à venir, pour la construction de zones résidentielles, serait peut-être une nouvelle génération de maisons qui devrait optimaliser le comportement, les capacités comportementales que chaque zone porte en elle. So this is the house and atelier Bauau. Alors voici non seulement la maison, mais aussi l'atelier Bauau. C'est là que nous vivons, c'est là que nous travaillons. Cette maison et atelier se trouve ici, à 2 pas du centre de Tokyo, tout près du palais impérial. Mais la texture du tissu urbain y est une texture quasi villageoise, je dirais. Nous sommes là. Vous voyez le pointeur. Et cette zone, comme vous le voyez, est occupée de petites maisons ou de bâtiments généralement en bois d'1 ou 2 étages, ce qui est particulièrement dangereux en cas de tremblement de terre, d'incendie, etc., du point de vue de la prévention incendie. Ce qui veut dire que le gouvernement a décidé d'identifier la zone le long de l'artère principale que vous voyez ici sur la gauche comme zone commerciale avec des bâtiments à plus d'étages où il est autorisé justement de construire sur plusieurs étages à condition que l'on utilise des matériaux ignifuges. Vous ne voyez peut-être pas la délimitation parfaitement ici parce que c'est une photo aérienne, mais vous avez là cette artère de gratte-ciel, si vous voulez, qui crée une sorte de muraille qui coupe ce quartier résidentiel de l'autre Tokyo, du reste de la ville de Tokyo. Et ceci fait que le cœur du quartier, et ça c'est un avantage, est un quartier très sûr, peu occupé par les voitures, il y a peu de circulation, il y fait calme, il y a encore pas mal de temples, pas mal d'hôtels votifs, et c'est un contraste assez intéressant et assez marqué d'ailleurs que l'on trouve entre cette rue commerçante et la texture urbaine quasiment villageoise de notre quartier. Alors voici quelques clichés de la rue juste devant notre maison. Notre maison est entièrement entourée de 3 maisons, en fait, et d'un immeuble à appartements de petite taille. La première fois que nous avons visité le site, nous nous sommes dit « Oh là là, ça va être difficile de construire sur ce site ». Ceci étant dit, nous avons trouvé que ce bâtiment blanc, était assez joli finalement, parce qu'il est blanc, il reflète la lumière de l'ouest. Et il a été conçu et dessiné par M. Ito, qui vit d'ailleurs dans la maison à côté. Maison à côté qui est, si vous voulez, le point d'accès de ce site. Donc auparavant, le site sur lequel nous avons bâti notre maison était beaucoup plus grand. Bien sûr, il était majoré de la taille de la surface au sol de notre maison. Et en plus, il a été ventilé en 2 carrés séparés, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et 2 maisons y ont été bâties au lieu d'une. Alors, dans un premier temps, nous avons essayé de bien diviser la partie bureau de la partie logement, logis. Et entre les deux, d'installer une zone qui serait une zone d'archives, de stockage, etc. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver de solution intéressante parce que la relation entre le bureau et le logis était déjà préétablie. Et puis nous nous sommes dit, mais ce que nous cherchons en fait, ce n'est pas de couper l'un de l'autre, c'est justement d'établir un nouveau comportement permettant de naviguer entre le logis et le bureau. C'est ainsi que nous avons abandonné l'idée d'avoir 2 entrées séparées à la bâtisse. Nous avons décidé d'avoir une
une seule et même entrée pour la maison et pour le bureau. Et au lieu de diviser le bâtiment en partie bureau, partie logement, nous avons divisé cette maison en cage d'escalier d'un côté et étage de l'autre. Alors ça, c'est une maquette très schématique, rapide et exécutée rapidement qui vous montre en fait la division entre la cage d'escalier et les étages. Et ici, nous avons en fait imaginé une maison tout en verticalité, si vous voulez, justement centrée et axée sur sa partie cage d'escalier. Nous avions en fait suffisamment de profondeur et de largeur pour ajouter des paliers, pour ajouter une salle de bain, une zone toilette, un hall d'entrée, une cuisine, etc. Et sur base de cette première réflexion, eh bien, le mur intérieur qui sépare la cage d'escalier du corps de logis, si vous voulez, est devenu incliné. Comme vous le voyez, c'est un petit peu un escalier dansant, comme nous l'appelons, c'est-à-dire un escalier qui zigzague et qui est défini de manière à bien tenir compte et exploiter au maximum la hauteur du bâtiment. Alors ça, c'est un croquis. Bon, il n'est pas très très clair, mais c'est en fait un croquis en perspective avec les détails de l'affectation des différentes pièces dans le bâtiment. Alors ça, c'est en fait une cave, mais qui est en fait en demi-sous-sol. Voici le hall d'entrée. Il vous suffit de gravir les marches. Ici, vous avez le bureau aussi. Et puis, à partir de là, vous avez la salle de séjour. C'est le début de la maison, mais ça fait aussi en partie du bureau. Nous avons la cuisine, la salle à manger, qui sont également ouverts sur l'espace bureau. Et puis, ici, vous avez une zone qui reste toujours ouverte, mais qui commence à se privatiser de plus en plus, si vous voulez. Et puis, bien sûr, au-dessus, vous avez la chambre. Seule la chambre est munie d'une porte. C'est la seule pièce que l'on puisse, en fait, fermer. Nous avons voulu garder volontairement l'espace de vie et l'espace de travail aussi ouvert que faire se peut. C'est la raison pour laquelle, de 3 côtés, nous avons mis des vitres. Nous avons utilisé du verre. Ceci nous permet de voir l'autre bâtiment qui est tout à côté, vraiment tout proche de l'intérieur de la maison. Alors voici un projet de charpente. Ce n'est pas le dernier. Le dernier ayant en fait une bonne grosse colonne au milieu de l'édifice pour soutenir le tout. Vous voyez ici que vous avez des zones qui sont bien délimitées. C'est cela que je voulais vous montrer. Alors voici le diagramme qui vous explique comment nous avons organisé le système de chauffage et de refroidissement. Alors, ce petit graphique vous montre qu'à Tokyo, nous avons 45 jours continus de nuit qu'on appelle les nuits tropicales. Ce sont les nuits où l'on a de plus de 30 degrés Celsius. Donc, il fait très chaud. Notre site est quasiment dans la zone rouge vif. Donc, nous nous sommes dit, mais nous ne voulons pas que notre maison soit une source complémentaire de chaleur dans la ville, en ajoutant un système de conditionnement d'air ou que sais-je encore. Nous avons donc creusé 2 puits pour pomper l'eau d'une nappe phréatique, qui est une eau à 15 degrés en permanence, toute l'année. Et nous avons utilisé cette eau pour l'injecter dans l'échangeur de chaleur pour générer d'une part de l'eau chaude, mais aussi avoir de l'eau fraîche. Nous avons installé des radiateurs dans... Nous n'avons pas, installé de radiateurs dans la maison parce que ce sont des espaces ouverts qui sont inchauffables par des radiateurs.
Donc nous avons un système de chaleur 24 heures sur 24. Pendant la journée, nous avons le personnel et puis la nuit, nous y dormons. Donc nous n'avons pas l'intention de perdre, d'avoir de déperdition d'énergie puisque nous avons un système qui permet justement cette tournante de chaleur. Donc nous faisons transpirer, si vous voulez, notre maison pendant l'été, en pompant justement cette eau fraîche de la nappe phréatique. Voilà un petit peu le système et la circulation calorifique chez nous. Alors vous voyez ici, nous avons 6 panneaux radiateurs. Donc nous avons quand même des radiateurs, mais qui sont répartis sur 4 étages et dans les espaces ouverts. Alors voilà la texture que nous avons choisie pour les parements extérieurs. C'est en fait de l'asphalte française avec des granulats placés, avec une couche de granulats en surface. Alors pourquoi? Parce que cela conserve l'eau aussi longtemps que faire se peut sur la surface du bâtiment. Ainsi, pendant l'été, la technique d'évaporation de cette pellicule d'eau permet de rafraîchir le bâtiment. Alors voici l'extérieur du bâtiment, mais nous ne le voyons jamais puisque ce bâtiment est complètement enclavé. Alors vous voyez ici l'espace de vie entre la chambre et le bureau est un espace complètement ouvert. Voilà ce que nous voyons de notre bâtiment. Alors, vous voyez, on ne voit pas la maison de la rue. Cette maison est purement et simplement dissimulée derrière les autres bâtiments qui sont à front de rue. Ceci étant dit, nous avons vraiment fait en sorte d'avoir des vues de la ville en installant justement des baies vitrées. Alors voici l'espace de travail et si vous montez un demi-étage, vous avez une salle de réunion. Et ça, ce sont en fait des panneaux radiateurs dont nous nous servons comme cloison. Et les espaces sont toujours le plus ouverts possible. Le but étant d'avoir une bonne connectivité entre les différents étages et demi-étages. Alors voilà, ça c'est la salle de réunion, la salle à manger et vous avez le living room ici, la salle de séjour. Alors le palier est aujourd'hui utilisé pour la présentation de nos maquettes et ça c'est en fait la vue que vous avez de la salle de séjour où vous avez en fait un jeu d'ombre et de lumière sur le bâtiment voisin, comme vous voyez, très proche. Mais ce que nous aimons bien, c'est justement la texture changeante du mur du bâtiment en face. Nous appelons cela le mur papier peint, parce qu'en fait, il change tout le temps avec l'éclairage et avec le soleil. Alors voici la vue de chez Monsieur Ito. Monsieur Ito passe 2 heures par jour à entretenir ses plantes. Malheureusement, il n'a pas de grande baie vitrée qui lui donne vue sur son jardinet. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est très gentil, il entretient le jardin pour nous. Le matin, notre personnel arrive au bureau. So we try to put the big window. Comme je vous disais, nous avons essayé d'utiliser les baies vitrées pour transformer l'espace. Ces grandes baies vitrées utilisent vraiment les interstices entre les bâtiments, aussi petits soient-ils, de manière unique, de manière intéressante, pour faire en sorte d'avoir un petit peu une certaine réminiscence de ces quelques jardinets qui restent encore à Tokyo, et nous en avons un devant chez nous.
Alors voilà, ça c'est une vue de la salle à manger. Donc comme vous le voyez, nous avons une véritable connexion verticale via la cage d'escalier. Vous voyez ici quelques débats, quelques discussions. Alors nous avons un balcon exposé vers le nord qui nous permet justement de bénéficier de l'interstice entre deux bâtiments. Nous avons exploité au mieux cet espace. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes souvent sur cette petite terrasse, sur ce petit balcon. Ce que nous avons essayé de faire ici, c'est d'inscrire notre mode de vie dans le paysage urbain qui est le nôtre. Et cette ouverture des espaces de vie permet qu'il y ait un véritable flux, si vous voulez, que ce soit fluide au niveau de la maison, au niveau du logis, au niveau du bureau aussi. Les espaces s'interpénètrent, si vous voulez, et les baies vitrées permettent aussi à l'extérieur d'entrer. Nous avons un jardinet sur le toit qui est encore plus beau aujourd'hui que ce que vous voyez. Alors voici une réunion de travail habituelle, courante. Ça, ce sont des réunions avec mes étudiants. Vous voyez, il y a des petits groupes de travail qui se réunissent un petit peu partout dans la maison. Et puis le soir, ça c'est le jour du Jugayen, où en fait c'est le jour des feux d'artifice comme on l'appelle. Et on a invité bien sûr des gens à venir nous rejoindre, nos amis, à venir voir le feu d'artifice de notre terrasse sur le toit. Okay, next project is Sway House. Alors le projet suivant, c'est un projet tout récent qui s'appelle la Sway House. Alors sway est un terme de boxe qui veut dire esquiver un coup. Alors voici de nouveau un cliché aérien de la zone. Et voici où la Sway House a été construite. Alors ça, c'est un temple avec l'espace vert qui l'entoure, mais la plupart des quartiers avoisinants sont surbookés de petites maisons, comme vous le voyez, sans vraiment d'espace vert. Alors le site, il est là. Alors vous voyez ici différentes générations de bâtiments, comme sur Okusawa, que je vous ai montré au début. Dans ce cas-ci aussi, nous essayons en fait de produire une nouvelle génération de bâtiments, de bâtis, qui nous permettent de nous insérer, si vous voulez, dans le quartier, tout en optimisant les capacités comportementales dans le quartier pour créer une nouvelle génération de logements. Alors ça, c'est première génération, ça, c'est deuxième génération. Cette maison ici, que vous voyez sur la gauche du cliché, c'est une maison de première génération. Celle-ci, elle a été construite dans les années 90, celle-là, alors que l'autre date des années 60. Cette vieille maison a un jardin. Par contre, ces petits appartements, ces petits immeubles à appartements deuxième génération n'ont pas de jardinet. C'est la raison pour laquelle nous essayons justement de conserver des espaces verts. Alors vous voyez ici la servitude qui permet d'avoir accès à ce petit bâtiment. Et bien sûr, comme vous le voyez, il y a des trottoirs, mais les trottoirs sont affectés de nouveau aux aires de stationnement. Alors voici le site. Bon, de nouveau, vous avez un site qui a une drôle de forme ici, très bizarre. Donc, si l'on suit les règles sur la hauteur maximum des bâtiments, eh bien, le volume optimum du bâti devrait ressembler à cela. Mais
c'est toujours du 3e génération. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Donc nous nous sommes dit, mais essayons d'appliquer une nouvelle réglementation, la réglementation sur les gratte-ciel. Nous avons une autorisation de construction jusqu'à 10 mètres de haut. C'est la hauteur maximum autorisée sur la zone. Nous nous sommes dit, faisons en sorte d'avoir une entrée, une aire de stationnement. Et puis, nous avons en fait poussé le coin supérieur, comme vous le voyez, vers l'intérieur pour que l'on voit plus le ciel. Le but étant d'avoir une vision la plus large possible du ciel et justement de l'espace avoisinant, et non pas des maisons. Tout en exploitant bien sûr un volume qui soit aussi important que sur le premier cliché. Si ces quelques impératifs sont rencontrés, eh bien voici à quoi pourrait ressembler la maison. La mission qui nous a été confiée dans ce projet a été non pas d'identifier l'empreinte au sol, mais l'empreinte au ciel du bâtiment. C'est-à-dire une composition architecturale qui permette d'avoir une vue maximum du ciel. Alors, nous avons essayé quelques formes différentes, quelques bâtis différents, quelques plans différents, en se disant, bon voilà la forme idéale, et puis nous avons relié l'assise au sol et l'empreinte au ciel par des lignes droites. Donc voilà le rez-de-chaussée, l'entrée, la salle de bain, la cage d'escalier, un petit bureau pour le mari, et ensuite une chambre à coucher. Voilà donc une surface quand même tout à fait décente au rez-de-chaussée. Puis, à l'étage, vous venez de voir le cliché, et puis voici une coupe verticale. Bon, étant donné que nous avons 10 mètres de hauteur, nous avons 3 étages, mais agencés, je vais dire, de manière différente, avec des dénivelés et des demi-paliers, pour de nouveau assurer la fluidité du bâti, la continuité. Voilà, ça ressemble à cela en maquette. C'est une idée certes simple, mais le résultat est complexe. Et complexe à réaliser. Alors, la charpente a été réalisée en bois. Je suis désolée, il y a un cliché qui manque malheureusement. Vous ne verrez pas l'ensemble de la charpente. Voilà, voilà. Voilà à quoi ressemble l'ensemble de la charpente. Alors voici les parements, la charpente habillée en l'état final des murs. Bon, vous aurez ici l'aire de stationnement et puis un arbre sera planté sur la droite. Donc nous avons, si vous voulez, procédé à une torsion des murs. Comme vous voyez, on voit bien ici la torsion qui donne son nom à la maison. L'ensemble de la surface est en fait des parements en métal, des parements métalliques. Alors vous entrez et vous trouvez la salle d'eau directement à l'entrée. Bon, bien sûr, il y aura un rideau qui bloquera la vue. Voici la porte d'entrée. Voici l'espace de vie. La salle de... Ça, c'est la salle à manger, pardon. Pas la salle de séjour, c'est la salle à manger. Vous le voyez, il y a un banc encastré, ce qui permet, et un espace de rangement, tout en un. Alors voici une vue de la salle à manger vers la salle de séjour. Comme vous le voyez, nous avons utilisé des matériaux tout simples. Nous avons utilisé du plâtre pour les murs, nous avons utilisé du contreplaqué pour ce qui est des éléments en bois. Le but étant de nouveau de faire quelque chose de très fluide, avec des relations très étroites
entre les différents espaces et leur affectation. So the different levels are connected by Donc, les différents niveaux sont de nouveau connectés par un escalier en colimaçon. we have small we don't have so big window, but we have Bon, les fenêtres ne sont pas bien grandes. Ce sont des fenêtres de taille moyenne, mais elles donnent sur diverses directions et orientations. Vous pouvez donc voir l'extérieur et la lumière du jour. Alors là, vous avez une fenêtre entre la salle de séjour et la salle d'eau. Alors ça, c'est une vue plongeante de la cage d'escalier. working space for Ça, c'est le bureau de l'épouse. La salle de jeu des enfants. so another house is Nora house. It's not in Alors, la maison Nora. Ce n'est pas à Tokyo, in Sendai, northern c'est à Sendai, c'est-à-dire dans le nord du Japon. and the area is half house. La zone est à 50% résidentielle, logement, et à 50% des terres cultivées. La société japonaise perd de la population. Nous avons une dépopulation du pays et Sendai voit sa population diminuer aussi. Alors c'est difficile d'imaginer que toute cette zone sera un jour occupée par des maisons. Il y a peu de chance. Ceci étant dit, nous avons essayé de nous projeter dans l'avenir et d'imaginer à quoi ressemblerait ce logement, cette zone en ayant 50% de résidentiel et 50% de terres agricoles. Et donc, sur base de ce scénario de répartition à 50-50, nous avons proposé l'installation d'une maison sur ce site. The view of this area is Alors voici quelques clichés du quartier. Donc ce sont des potagers. Et voici le site. by wife's mother, who is living in front of this site. And Alors c'était en fait, comme vous le voyez, un jardin, le jardin de la belle-mère de cette dame qui vivait de l'autre côté de la rue. Alors voici l'étude. Bon, lorsque nous procédons à des études, nous commençons toujours par une étude sur le volume. Et puis nous nous sommes dit, mais peut-être qu'il serait mieux de garder autant de terre, de terrain que possible. Nous avons donc surélevé le bâtiment, nous l'avons placé sur pilotis et nous avons creusé quelques projets différents, de nouveau une étude sur les volumes. Bon, ça ressemble quasiment à une maison sous les tropiques, alors que Sendai est une zone très froide en hiver. Nous avons donc changé d'avis, changé d'optique, et nous nous sommes dit, eh bien, conservons le logis à proprement parler between house à rue and keep vegetable garden. et conservons le potager entre la zone de logement et la rue. Donc, une sorte de barrière entre le logis et la rue. Alors, voici le modèle de la charpente. Nous avons conservé justement ce porche qui est en fait la façade du bâtiment. Façade principalement occupée par une loggia. Alors, pourquoi une loggia? Parce que c'est un petit peu, si vous voulez, emprunter la notion d'une ferme ou d'une exploitation agricole. Parce que la maison d'un agriculteur traditionnel au Japon est ouverte sur l'extérieur avec une terrasse couverte et des toits surélevés. Alors, c'est un jeune couple avec un enfant, une petite fille. Et avoir un gros toit lourd sur l'édifice est trop lourd. Nous nous sommes donc dit que nous allions surélever uniquement 2 sections du toit pour faire des puits de lumière. Des puits de lumière qui donneront ainsi un comportement beaucoup plus dynamique de l'air et de la lumière au sein du logement. Et avec justement cet avant-toit, cette terrasse couverte, cela permet aux habitants d'être tournés vers la ville, d'avoir une ouverture vers l'extérieur. Alors le plan est tout simple. C'est en fait 9 carrés, c'est une grille à 9 cases, mais chaque case est sur un niveau différent. Donc, et on monte dans certains cas, on descend dans d'autres cas. Voilà
à quoi cela ressemble. Alors voici le jardin potager, la terrasse couverte. Vous avez espace de vie, espace de logement, chambre des enfants. Et puis vous descendez, vous avez ici la chambre des parents qui est totalement fermée. Donc en fait, c'est une maison à 2 étages, mais vous n'avez pas l'impression que c'est une maison à 2 étages. Vous avez l'impression d'une maison de plein pied, étant donné que c'est une sorte de bloc et que l'agencement est très compact. Nous avons essayé de conserver le toit et les pentes de toit aussi faibles que possible, pour faire en sorte que ce bâtiment ait plus un look, entre guillemets, rural et corresponde au canon de l'architecture rurale. Alors, comme vous le voyez, les toits sont un petit peu ondulés, comme cela, et ce n'est pas voulu que ce toit ondule. C'est tout simplement défini par le besoin de fenêtres. Les règles, c'est que les fenêtres doivent être carrées et que le toit doit être horizontal par rapport à l'axe supérieur de la fenêtre. Donc c'est en fonction de quelques règles que nous avons obtenu justement ce toit ondulé. Alors, vous voyez ici, nous avons quelques exigences fondamentales. Nous avons cet avant-toit qui doit être légèrement pentu et son arête doit être horizontale. Les puits de lumière doivent être de 8 mètres de haut. Donc, du bas de la maison, c'est-à-dire la salle à manger, jusqu'au sommet de la cheminée, nous avons 8 mètres de haut. Donc cette maison est quasiment une maison à un étage, mais c'est aussi une maison assez large et tout de même presque une maison à 2 étages, ce qui permet justement d'avoir un espace qui soit petit et vaste à la fois. Alors nous avons aussi établi quelques conventions, les conventions notamment au niveau des escaliers, juste quelques marches, puisque correspondant au comportement des gens, c'est permettant aux gens de s'asseoir, ça peut être par exemple ça peut permettre des élévations pour l'installation d'un banc, d'un futon, d'un lit, etc. Donc nous avons au début donné au toit une sorte de forme un petit peu zigzagante, sur base justement des conventions que nous nous étions fixées. Et puis, sur base de ces zigzags, eh bien, nous avons installé des madriers connectant ces différents niveaux de la toiture, ce qui donne justement cette forme un petit peu ondulée. Et nous avons fait en sorte que l'ensemble des eaux de ruissellement puissent être évacuées aisément et qu'il n'y ait pas justement de creux dans la toiture qui ferait stagner l'eau en certains endroits. Bon, malheureusement, cette photo ne montre pas vraiment bien le jardin potager. Ce n'est pas la bonne saison, mais le jardin potager est là, et bien là, devant la maison. Et vous avez en face un champ. This is the loggia. Alors voilà donc le porche qu'on est en train de nettoyer. Alors l'intérieur ressemble à ceci. Comme vous le voyez, c'est un continuum. C'est un espace ouvert avec différents niveaux, différentes largeurs, différentes hauteurs, différentes zones d'ombre et de lumière de nouveau. Mais de nouveau, pas de séparation abrupte. Alors nous avons 3 murs indépendants, ici et là, qui soutiennent le toit, la toiture. Et nous avons de très fines colonnes d'acier qui soutiennent la charpente, qui soutiennent le toit.
Alors voilà une contre-plongée vers les puits de lumière et vers le toit. Et voici une vue de la salle de jeu des enfants qui regarde le champ qui est juste devant la maison. Il y a presque 3 mètres entre la rue et ce niveau où les enfants peuvent jouer. Alors, il y a certes transparence, mais vous vous sentez quand même chez vous. Et lorsque le soleil se couche, eh bien le soleil entre dans la maison pendant une trentaine de minutes, en raison justement de cette pente assez tombante et en raison de la localisation du bâtiment que l'on voit très loin, là, derrière le champ. Donc, vous avez aussi la possibilité de savourer les beautés du coucher de soleil dans la maison, sans en plus devoir récoper de la chaleur qui va avec. So this is a view from the Voici en tout cas une vue de l'entrée vers la cuisine. Vous voyez que l'on descend pour aller manger, pour aller à l'espace à manger. Ici à Tatamarium, qui bien sûr est un espace qui peut être de méditation. Et puis, on passe du lieu à manger au lieu d'études du mari. C'est là qu'il travaille, c'est là qu'il mène ses réflexions et son travail. Et il y a 8 mètres de dénivellation. Alors, vous voyez ici l'été avec la végétation. Ensuite, ce qu'on appelle la crane house, une maison grue, si vous voulez, qui se trouve dans la montagne. Bien sûr, le comportement de la maison sera tout à fait différent des autres comportements dans d'autres environnements plus urbains. Alors, nous avons en tout cas également souhaité jouer beaucoup avec la toiture, comme dans le cas qui a précédé la maison Nora. Ici, vous voyez le site, le terrain. Donc, nous avons, si vous voulez, au haut de la colline, un plateau, une partie plate. À l'est, vous avez une chute, un dénivellement de 30 mètres avec planté de nombreux arbres. Nous avons étudié plusieurs possibilités, plusieurs projets. Nous avions pensé qu'il fallait à la fois profiter du dénivellement de ce terrain. Il fallait également ne pas rater, bien sûr, le lien, le rapport avec la pente, la dénivellation, mais également avec les arbres. Finalement, nous avons opté pour ce genre de solution, si vous voulez. Laisser, si vous voulez, couler une espèce de vague qui coulerait gentiment le long de cette pente. C'est un flux, si vous voulez, une vague. Mais assez douce, tout en douceur. Nous avons étudié, bien sûr, la forme du toit en premier lieu. Et puis, nous sommes finalement parvenus à mettre au point ce plan, ce projet, qui, en fait, est fait de 2 pentes. Une pente qui est la toiture, une toiture qui est doublée d'une avant-toiture, puisqu'il y a un changement d'inclinaison. Donc, nous voyons la pente, l'inclinaison de la toiture qui suit la topographie du sol et qui d'ailleurs engendre différentes points de vue, différentes inclinaisons. Et nous voyons ici cette partie qui est divisée en 3 salles, 2 chambres à coucher et une salle de bain. Bon. Voici en fait la construction en cours. Nous avons évité les poutres afin de ne pas rompre l'extérieur et l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de rupture entre les deux. Nous avons donc choisi une toiture ondulée. Nous avons décidé d'utiliser des plaques d'acier ondulées et nous avons voulu que cela épouse, si vous voulez, toute cette vague que fait l'inclinaison, que produit l'inclinaison du terrain. Alors, certains d'ailleurs sont tout à fait épaisses, ces plaques, d'autres sont très fines, par contre. Le positionnement des colonnes. Alors, le positionnement des colonnes a été décidé, bien sûr, en fonction des arbres, de leur positionnement, qui pour nous était très important, qu'il fallait également respecter.
Alors, c'est lorsque vous avez des arbres plus gros, nous avons choisi également des colonnes plus épaisses. Et les colonnes plus larges, plus épaisses, plus diamétriques, d'un diamètre plus large, bien sûr, permettent d'assurer le soutien de l'ensemble de la construction. Ici, vous voyez une vue qui est prise à distance. Vous voyez que ça, c'est tout le territoire qu'occupe ce bâti. En tout cas, c'est le terrain qui appartient au propriétaire de cette maison. Donc, il y a une partie plus plate et une partie, vous voyez, plus inclinée. Vous ne voyez de la rue que la toiture. Vous montez doucement vers la maison et l'avant-toit, qui est tout à fait horizontal, vous invite à entrer. C'est ravissant, c'est une invite au plaisir, si vous voulez. Et vous entrez, vous pénétrez à l'intérieur, et l'autre côté, vous voyez que nous avons traité les choses de la même manière. Vous voyez l'avant-toit qui est également extrêmement horizontal, c'est avancé, mais deux avancées de toiture horizontales, oui, mais de niveaux différents, pas au même niveau, compte tenu de l'inclinaison toujours du terrain et compte tenu également de la forme de la construction. Et l'inclinaison de la toiture épouse la forme, la topographie du terrain. Donc, nous avons une inclinaison, une différence de niveau entre l'avancée de la toiture d'un côté et de l'autre côté. Vous voyez ici la partie plus étroite de la construction, les parties latérales, l'intérieur. Alors, l'intérieur, il n'y a pas la taille, la dimension change suivant l'endroit où vous vous trouvez. Alors, effectivement, ça peut être très étroit et très haut ou très large, beaucoup plus bas, suivant l'endroit où vous vous trouvez dans la pièce. Bien sûr, ici, vous avez toute la partie plus plate. Vous entrez dans la maison. Et vous vous retrouvez pratiquement au niveau du sommet des arbres, de la cime des arbres. Donc l'expérience, si vous voulez, est une expérience, comment vous dire, d'une liaison, d'une connexion très étroite entre ce qu'est la topographie, le sol et toutes les parties de la maison, les différentes hauteurs. Nous avons utilisé de l'arbre Palanoia qui est très doux, mais également très chaleureux, très chaud au toucher. Et vous voyez également les petites marches qui assurent le dénivellement, les différents de niveaux à l'intérieur de la maison. Vous pouvez voir ici l'intérieur, en tout cas certaines parties. La salle de bain. So in the clean house, we thought about the behavior of the floor and behavior of the roof. Bien sûr que nous avons pris en considération, si vous voulez, le comportement du sol pour y harmoniser à ce comportement, le comportement de la toiture. Maintenant, vous le voyez, nous passons à autre chose. Nous passons dans le 7e arrondissement de Paris, à Rivière. Alors, il s'agit d'un projet de construction de logements sociaux ici. Et voici le terrain. Alors, c'est le long du cimetière de Batignolles. Compte tenu du nouvel aménagement, vous voyez que 40 logements seront détruits. Mais 140 logements seront construits par ailleurs le long de cette partie qui, en fait, est une partie qui est large de 20 mètres. Il n'y a pas de trafic, pas de circulation en tout cas, pas d'interstice en tout cas. La rue, en fait, se trouve protégée par ce mur du cimetière, mais avec, bien sûr, cet espace vert,
ces arbres plantés le long de la rue. Alors, ça, c'est mon architecte local, Axel André. Ici, vous voyez, en tout cas, le plan directeur. C'est ici que nous allons construire 55 mètres et 12 mètres de profondeur. Donc, assez peu profond, assez étroit. Nous avons tout un groupe d'architectes qui travaillent. Nous allons reconstruire une rue qui sera une rue de logements sociaux. Voilà. Il y aura, voilà l'atelier. Je souhaite éviter d'être une espèce quelqu'un qui met en lumière, qui expose son style d'architecture. Mais enfin, bon, finalement, vous voyez, malgré tout, on attire, il y a quand même des gens qui viennent vous voir comme si vous étiez en pleine exposition. Alors, en tout cas, voilà les deux bâtiments. Nous allons être, c'est donc un mariage, c'est un couple, c'est une mutualité que nous allons construire. Et tout cela sera attenant au cimetière. Un autre volume qui sera beaucoup plus proche des arbres et permettra d'assurer la division, la séparation avec la rue. Alors ici, vous voyez le mur de séparation. Ici, vous voyez la grille qui va séparer, bien sûr, la propriété, ce logement social, ce domaine qui va être construit. Alors, nous avons, bien sûr, mis au point cette idée, mais il y avait peut-être trop de surface, trop de volume occupé. Alors, le plan a été extrêmement normalisé. Vous savez qu'en France, les règles sont extrêmement strictes. C'est extrêmement difficile de respecter toutes les normes. Nous avons changé d'idée. Nous nous sommes dit, bon, écoutez, nous allons faire quelque chose d'assez simple. Et nous allons essayer de faire une répétition d'un plan normal avec un T3, T2, T4. Et nous pourrions avoir 18 pièces dans un volume qui soit assez compact, avec un espace de séparation entre les voisins qui serait suffisant, qui serait tout à fait décent. Et nous pourrions, en tout cas, assurer des volumes qui soient suffisamment indépendants dans ces volumes qui sont pratiquement très proches de la rue. Alors, nous étions intéressés évidemment à garder le style de fenêtre à la française, très typique de la France et de Paris en tout cas. Et ce qui me semble très bon ici, c'est que on voit bien qu'il y a une certaine unité, une certaine uniformité dans les constructions modernes. Par contre, en France, vous n'avez pas cette uniformisation un peu ennuyeuse. Vous voyez cette répétition, néanmoins, des fenêtres qui n'est pas ennuyeuse. Nous avons souhaité appliquer ce système qui est un système de répétition de la fenêtre, qui est très présente dans la construction française, dans le bâti français. Et voici notre projet. Alors, si vous voulez, nous avons 1,5 mètre de séparation entre les fenêtres avec une régularité absolue. Vous avez ici une fenêtre de 50-50 chaque fois. Et puis, nous avons un détachement du volume qui est assuré grâce à une haie verte qui va se trouver à front de rue, qui sera en façade, comme ceci. Nous avons 108 fenêtres pour 18 logements, avec des balcons, mais qui ont des tailles différentes. Nous essayons, si vous voulez, d'optimaliser, bien sûr, la vie ou la qualité de vie de ces différents appartements de logements sociaux, notamment en façade.
Enfin, un dernier projet que je souhaitais vous montrer, c'est bien sûr, c'est à échelle le plus grande. Ça se trouve dans un parc, ce qui permet de s'étendre. Il s'agit d'un centre culturel vert à Tashikawa, à Tokyo. Alors, c'est conçu, bien sûr, comme un musée. C'est un musée du paysage. Non, pas de musée de paysage aujourd'hui au Japon, en fait. En tout cas, ça n'existait pas jusqu'il y a 2 ans. Donc, il était difficile, si vous voulez, d'imaginer une construction nouvelle. Le programme n'était pas arrêté, ficelé, etc. Figé, en tout cas. Donc, nous ne savions pas quelles allaient être les réactions. Plusieurs idées. Nous avions tout d'abord pensé à un espace extrêmement ouvert qui puisse intégrer à la fois le parc, qui puisse marier également des ateliers, des expositions. Ce type d'activité permettrait également d'accumuler des archives d'informations, tant sur le parc que sur toutes les activités du musée. Alors, ici, vous voyez notre construction, vous voyez le parc. Alors, ce bâti devrait s'étendre et, en fait, faire une partie de circonférence afin de fermer ce cercle dans une certaine mesure, dans une large mesure, disons aux 3/4. Donc, de 107 mètres de diamètre mesure ce cercle. Voici notre bâti. Nous avons 500 mètres de long avec 15 grands cylindres qui assurent différents espaces d'entreposage, de bureaux, de toilettes, etc. Et vous voyez ce genre de toiture, une toiture qui est un peu une marque et qui d'ailleurs doit permettre un jardin de toit. Nous pouvons y planter des arbres de 10 mètres compte tenu de la terre et de la profondeur de la terre que nous avons pu placer sur cette toiture conçue spécialement à cette fin. Voici en tout cas une vue de cette toiture avec, vous le voyez, on dirait des cratères lunaires. C'est une vue de la construction qui en fait est une vague qui est sinueuse et qui épouse la topographie, cette légère ondulation que nous avons du terrain. Ça, c'est une vue le soir, dans l'obscurité. Alors, le bâtiment. Donc, il s'agit d'une architecture de parc. C'est pas une très belle appellation, si vous voulez, mais enfin, si vous voulez, c'est entre le parc et l'architecture, entre l'aménagement d'un parc et une architecture de musée. Vous pouvez voir les personnes qui se promènent sur le toit. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette image, à la vérité. Et les personnes, petit à petit, sont venues s'installer, sont venues prendre leur pique-nique sur le toit. Alors, c'est un peu, si vous voulez, comme le dimanche. Vous voyez cette peinture des impressionnistes. Voilà, vous le voyez. Ça inspire à la sérénité, ça inspire à la relaxitude. C'est une invite à se reposer. Voilà. Ici, les fenêtres peuvent s'ouvrir. Elles peuvent s'ouvrir de cette manière. Se relever, il s'agit d'une ouverture mécanique, ou se replier. Nous avons assuré bien sûr un lien entre la toiture et l'étage du bas. Il y a 2 étages. Donc c'est un bâtiment qui n'est pas très haut. À l'intérieur, c'est un peu comme se promener dans une ville. Vous voyez, avec un plafond en forme de cylindrique. Et donc, il n'y a pas vraiment d'orientation. Là où vous êtes, vous pouvez à la fois regarder vers l'est, vers le nord. Enfin, il n'y a pas vraiment d'orientation précise. Nous avons souhaité que ces cylindres, et ces cylindres d'ailleurs servent aux différentes expositions. Certains cylindres sont d'ailleurs des lieux d'enseignement, des classes.
les salles de classe, notamment pour apprendre l'art culinaire. Certains sont recouverts d'ailleurs d'espaces verts, la cafétéria. Et ici, cette partie vitrée, c'est pour l'ascenseur. Et vous pouvez voir également notamment la salle de conférence qui est également vitrée, qui en fait s'expose en toute transparence, disait l'orateur. Alors, dans ce genre de grands bâtiments, sans les contraintes urbaines, si vous voulez, sans vraiment de fonction clairement définie, j'ai perçu que la raison d'être du bâti est sans doute d'assurer le mouvement des personnes, leur circulation, le flux des personnes. Donc, ce qu'il faut inviter, c'est effectivement un déplacement des personnes dans le bâti. Ça me paraît tout à fait essentiel. Et je crois que cette forme cylindrique que nous avons choisie, en fait, me semble être couronnée de succès. Assure ce déplacement, invite à se promener. Je pense que ça ouvre un espace redondant, un espace généreux. Ça invite à l'ouverture. Et enfin, mon dernier projet, également dans un parc, ça s'appelle le Mémorial de Centon. C'est un centre de communication citoyen pour une exposition ITTI, Technologie de l'information. Alors, c'est effectivement dans la préfecture d'Aichi. Il s'agit d'un site, une exposition qui date de 2005. Voici le site de l'exposition qui a été vidé de ses différents pavillons. Mais ici, vous voyez un monorail qui est toujours en opération, qui est toujours en fonctionnement et qui pourrait être d'ailleurs, qui pourrait assurer le lien avec cette infrastructure. Alors, notre construction se trouve ici. Alors, ce n'est pas encore tout à fait défini. Voilà, on peut dire que tout cela se fond dans la forme du paysage. C'est une espèce de forme ici en forme de place et carré. Et ici, la gare. Donc, vous parvenez jusqu'à la construction par la toiture, la gare étant en hauteur. Alors, il y a ici un ascenseur qui assure la différence, le lien entre la partie basse du parc et la partie plus élevée du parc. Et ici, vous voyez la partie plus sportive, c'est le centre sportif. Football, etc. Nous avons également un gymnase ici. Il fallait connecter tous ces éléments, bien sûr. Il fallait assurer qu'il y ait une construction qui puisse assurer le lien entre tout cela. Nous avons décidé de construire, en fait, 10 000 mètres carrés de construction en béton qui se trouve pratiquement, voici la partie, une espèce de baldaquin. C'est la forme du bâtiment, du bâti, qui est définie à nouveau par le flux des personnes, le déplacement des personnes qui viennent de la gare et qui viennent dans ce parc, ce square, ou qui se rendent à ce centre sportif ou encore à cet ascenseur, ou encore le déplacement des personnes du lieu de stationnement vers cette partie. Alors, l'intérieur, sous toiture, vous la voyez ici, vous avez toutes deux séries de murs qui sont des murs colonnes qui se trouvent et qui assurent les différentes séparations. En jaune, ce sont les espaces intérieurs
et le reste étant extérieur, en brun. 70% ou 70% à peu près se trouve à l'extérieur. C'est une partie extérieure, en fait. Il s'agit d'un lieu de rencontre. C'est un lieu où l'on se retrouve dans des expositions de technologies d'information. De nombreux groupes se rencontrent, bien sûr, qui malheureusement n'ont pas souvent de lieu où se rencontrer, où pouvoir débattre, etc. Et cette infrastructure leur permet de se rencontrer à un endroit précis afin de pouvoir communiquer entre elles ou entre eux, s'agissant d'experts. Alors, nous avons voulu qu'il y ait des espaces plus publics. Ici, vous avez l'administration, tout l'espace de bureau. Et ici, vous avez le gymnase, un lieu sportif, et ici, des ateliers, ainsi que du cafétéria, qui ne peut jamais manquer. Voilà. Le toit est recouvert de verre, d'espace vert. Ce qui, bien sûr, fait partie du paysage, s'inscrit tout à fait dans le paysage et se fond dans le paysage. Vous voyez ici le dénivellement, la hauteur, le flux des personnes, leur déplacement, qu'indiquent les flèches. Et aux interstices, nous pouvons voir la chaleur, le vent, qui ont eu une grande importance pour définir les différentes formes du bâti. Nous avons beaucoup joué avec ces mouvements, avec ce comportement, comme je les ai appelés au départ, du vent, de la chaleur, de la température. Alors ici, nous avons peut-être des spots, des plans plus précis, plus ponctuels. Plus zoomé. Alors ce n'est pas... Voilà, ça ressemble à cela en fait. Même si ce n'est pas la dernière représentation. Donc nous avons en tout cas souhaité qu'il y ait des lieux simplement qui soient généreux, qui soient simplement ouverts, qui soient publics, ce que nous appelons redondants tout simplement. Merci.